Bonjour à toutes et à tous. On est historiennes et historiens, heureux de vous retrouver à Blois au rendez-vous. Et aujourd'hui, la question, c'était celle de l'actualité et des chercheuses et chercheurs en histoire. Ce lien-là. Alors, si c'est sous l'ombre portée de Libération, c'est que vous savez que l'histoire de Libération est intimement liée à l'histoire contemporaine, puisque Libération naît d'une certaine manière il y a 50 ans, hein, l'année dernière, ils ont fêté leur cinquantenaire. Libération est née dans ce qu'on a appelé l'après 68. Dans un moment politique, et ce moment politique qui a peu duré au journal, a quand même été largement porté par des chercheurs et des chercheuses en sciences sociales, bon, évidemment des figures intellectuelles telles que Sartre, pas seulement intellectuellement, mais aussi financièrement, ou Foucault, ou d'autres, qui ont été derrière ce journal dès le début, et qui ont aussi contribué à sortir de ce qu'on a appelé une lornière maoïste, hein, qui a été ses premières années, mais que ce modèle de libération, il a immédiatement fait la place à une attention particulière à une actualité, et c'est peut-être ça qui nous rejoint, à une actualité qui n'était pas dans les médias, ni à l'ORTF, ni dans le Figaro, ni même à l'AFP, avec la création par Maurice Clavel et Antoine de Godemar de l'APL, l'Agence de Presse Libération. L'Agence de Presse Libération, c'est une agence qui a été majeure dans l'histoire de la presse, puisqu'elle s'est intéressée à une actualité sociale, celle des luttes, et celle des luttes invisibles. Dans la lignée de l'APL a été créée donc Libération. Depuis Libération, c'est, je pense, pour un certain nombre, une pratique. Chaque fois qu'il y a un intellectuel qui meurt, on achète Libération, parce qu'on sait que dans Libération, il y aura un ensemble de points de vue sur cette figure. Alors, un journal, je dirais, qui s'inscrit dans un contexte historique, et par ailleurs, un journal qui a souvent recours à des historiennes, à des historiens. Par exemple, dans ses pages livres. Aujourd'hui, un certain nombre de collègues, je pense à Sylvain Venner qui écrit, ou à Yannick Ripa, qui est une autre historienne, mais en amont, Arlette Farge, Michel Perrault, et c'est quelque chose qui est très pratiqué dans le jeudi, puis maintenant le week-end, dans le journal, c'est-à-dire un pont entre la recherche, celle en tout cas qui se publie, et puis le journal, l'actualité. Et puis il y a quelque chose qui est venu de plus en plus dans la presse en général, c'est la présence de chroniqueurs, historiens ou historiennes, qui, chaque semaine, à tour de rôle, livrent une lecture de l'actualité. Alors, à ma connaissance, aucune et aucun d'entre nous n'a exercé cet exercice. Nous avions eu, il y a quelque temps, à Blois même, avec Laure Murat, un échange autour de cela. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être obligé chaque semaine, ou une fois par mois, de commenter quelque chose de l'actualité, et pas ce qui peut être le cas dans les pages idées, de prendre un point d'actualité qui n'est pas forcément dans le journal et de le remettre en lumière au regard de chercheurs en sciences sociales. Et puis Libération, troisième peut-être lien avec l'histoire, c'est la pratique que Libé a développée maintenant depuis un certain nombre d'années, de faire le jeudi avant Blois, un numéro spécial qui est une expérience très singulière pour nous autres chercheuses et chercheurs, c'est de prendre la rédaction.
C'est-à-dire qu'on arrive le matin, ça s'est passé mercredi dernier, je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous ont lu ce numéro, il est en tout cas sur le stand de Libération, je crois, enfin, à Logrin, là. Donc, c'était Laure Murat cette année qui était la rédactrice en chef. Ça a été Annette Vievorka, ça a été Michel Perrault, ça a été Patrick Boucheron. Bon, tout un ensemble de figures comme ça qui prennent la rédaction en chef, mais avec une équipe d'historiennes et d'historiens. Et il ne s'agit pas d'écrire sur ce sur quoi on travaille. Il s'agit de se mettre dans une situation de confrontation immédiate à l'actualité. Et mercredi, il y avait évidemment le Proche-Orient. Il y avait 2 ouragans, un en Europe et puis un surtout aux États-Unis. Et puis, il y avait la journée mondiale de la santé mentale. Et l'annonce par le Premier ministre du fait que ça allait être une grande cause nationale. Et donc on a débattu pendant toute la matinée pour savoir nous, comme historiennes et historiens, on allait choisir comme événement. Et puis après, chacun aussi a décidé, enfin, a proposé des sujets. Donc là, c'est un exercice de style, ce qui n'est pas forcément ce dont on va parler ce matin, dès que Maria va arriver, mais on va commencer avant, puisqu'on s'est un peu organisé, puisqu'on a un peu l'habitude quand même de s'organiser. Les historiens et les historiens forment quand même une communauté, même s'ils ne se connaissent pas forcément individuellement, ils savent à peu près comment parler ensemble. Et on espère le plus, disons, le plus intelligiblement possible pour vous. Qu'est-ce que c'est que ce rapport à l'actualité, qu'on émane de la discipline qu'on appelle l'histoire contemporaine ou pas. C'est-à-dire, ce qui est une vraie question, parce que au fond, pour les historiens du très contemporain, Malika par exemple, il y a une sorte un peu d'évidence. C'est pas forcément le cas dans tout pour chacune d'entre vous. Et donc, comment et qu'est-ce qu'on fait de cette actualité qui nous vient tout le temps dans la gueule, pour parler à la Libé, c'est l'histoire dans la gueule, quoi. Et c'est l'actualité dans la gueule. Et par ailleurs, c'est quand même nous avec comme vous, avec des savoirs divers sur le passé. Dans un contexte, peut-être qu'il faut rappeler, qui est un contexte où le passé est sans cesse mobilisé. C'est d'ailleurs très intéressant que l'ancien président Hollande ait été là avant nous, que la ministre de l'Éducation nationale ait débarqué ce matin à la Logrin, parce que dans un contexte où il y a un usage politique du passé qui est permanent. Ce qui, pour nous place dans une situation aussi complexe. Voilà, c'était ces quelques mots un peu pour introduire la thématique de cette rencontre, sachant que ce qu'on a prévu, et ce qui était prévu, c'est qu'on va, en gros, dialoguer pendant à peu près 1 heure, et puis, enfin, maintenant un peu moins d'1 heure, et puis ensuite, laisser évidemment la parole, vous laissez la parole pour des questions, pour des interventions qu'on vous demandera pas trop longues, pour que, comme l'amphi est plein, que ça puisse circuler, comme on disait dans les années 70. Voilà, Malika. Et du coup, je vais reprendre. On a décidé qu'on se présenterait un peu chacun pour dire un peu d'où on parle, comme on disait dans les années 70. Donc moi-même, je suis Malika Rahal et je suis historienne et je dirige l'Institut d'histoire du temps présent, qui est un institut qui a une histoire un peu ancienne parce qu'il est l'héritier d'institutions précédentes. Il y a eu le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et il y a eu un CHOLF, une commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France, qui, de façon assez intéressante,
connaît ses préfigurations dès avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça fait partie d'un mouvement un peu européen où on se dit, avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, il va vraiment falloir écrire l'histoire de cet événement. Et un peu partout en Europe, on crée des instituts de recherche et d'écriture de l'histoire parce qu'on se dit, va falloir très vite documenter l'événement qui est encore en train de se produire. Alors du coup, on a notre bonjour. Je vais te mettre au parfum. D'accord. Du coup, voilà. Ce qui est, pour rebondir sur ce que disait Philippe Artière à l'instant, de temps en temps, des gens viennent dans notre laboratoire et nous disent alors, elle est où votre personne qui travaille sur la guerre d'Ukraine ? Elle est où votre personne qui travaille sur l'économie de la Chine ? Mais en fait, on n'est pas un journal. On n'est pas tenu. Contrairement à ce que décrivait à l'instant Philippe, de réagir sur tout ce qui se passe dans le monde en tant qu'Institut d'histoire du temps présent. Ça se passe en quelque sorte dans l'autre sens. Les chercheurs qui sont là, avec chacun leur spécialité, ont quelque chose en commun, qui est de travailler sur éventuellement la période la plus récente, et souvent on la fait remonter à la longueur d'une vie humaine. On se dit que tant qu'on a des témoins vivants, qu'on choisisse de les interviewer ou pas, c'est de l'histoire du temps présent. Si vous ne les interviewez pas, ils sont là quand même. Et lorsque vous écrivez, par exemple, il est tout à fait possible qu'un témoin vous réponde, ou qu'un témoin vous, poursuive en diffamation, ou vous téléphone au milieu de la nuit pour vous dire ça va pas du tout ce que tu as écrit. Moi, j'y étais et je peux te répondre. Donc ça crée une situation qui est un peu différente de celle des historiens, des autres historiens. Une autre façon d'être en lien avec le temps présent, c'est lorsqu'on étudie, y compris des événements lointains dans le temps, c'est de s'intéresser aussi à leurs répercussions, à leurs traces et à leur présence dans la société d'aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir avoir des historiens qui travaillent sur la Révolution française à travers la façon dont elle est remémorée aujourd'hui, commémorée, discutée, donc en lien avec la société d'aujourd'hui. Le résultat de ça, c'est que beaucoup de nos interventions, elles ont lieu dans des contextes où le passé fait l'actualité, où le passé ressurgit. Vous allez avoir par exemple des cas où certains membres du laboratoire sont sollicités pour écrire des rapports. Je pense par exemple au rapport de la commission sur l'histoire de la SNCF, où la SNCF réalise que dans ses archives, il y a des choses qui semblent indiquer que pendant l'occupation, elle a été payée pour déporter des Juifs. Et concrètement, elle se tourne vers l'IHTP et dit pourriez-vous ouvrir nos archives et nous faire un rapport pour que l'on sache ce qui s'est réellement passé. Lequel rapport donne ensuite de la matière, c'était pas prévu, mais c'est ce qui s'est passé, pour un procès où la SNCF a été condamnée à des réparations. Donc vous voyez cette façon dont c'est le passé lui-même qui ressurgit, fait l'actualité. Il y a aussi tous les cas de figure où on est invité à discuter, commenter des résurgences du passé ou des formes de commémoration. Alors plus personnellement, moi je suis spécialiste de l'histoire coloniale et de l'histoire de l'Algérie, donc vous imaginez qu'avec la politique dite des petits pas d'Emmanuel Macron, qui consiste à faire de la commémoration tous les 6 mois à peu près, on est très souvent sollicité. Peut-être que ça va être ça l'anecdote sur laquelle je vais finir, parce que je trouve qu'elle pose quand même des questions. Donc au début de cette politique, on a eu la reconnaissance officielle que l'État français avait été responsable de la mort du militant Maurice Audin pendant la bataille d'Alger en 1957, suivi quelques mois après par la reconnaissance que la France était responsable de l'assassinat du militant Ali Boumengel pendant la bataille d'Alger. Aujourd'hui, on discute de la possibilité d'une 3e reconnaissance liée à la bataille d'Alger. Donc à ce rythme-là, on aura épuisé toutes les victimes dans à peu près 2000 ans. Et le concret, c'est que chaque fois que Macron fait quelque chose, le téléphone sonne en fait. Et vous avez plein de journalistes qui vous disent vous pouvez réagir, critiquer, commenter, etc. Et il y a un moment où, après l'avoir fait quelques fois, en n'étant pas très contente de cette politique, je me suis rendu compte que, sans le vouloir, nous participions à la fabrication d'un événement, d'une actualité que pourtant nous contestions.
C'est-à-dire, moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire pour des raisons que je peux expliquer, mais c'est très long. Et en fait, en participant à l'actualité de l'événement, eh ben, on participe à faire du bruit autour de ça. Et on participe à l'effet que moi j'estimais pas favorable de l'événement même avec lequel les historiens du colonial n'étaient pas forcément d'accord. Et effectivement, dans les derniers temps, on a plutôt vu une position de retrait des historiens du colonial où on répond plus aux sollicitations journalistiques. Pour ma part, parce que je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire de l'événement un peu facile autour de la question de la mémoire de la guerre d'Algérie. Voilà. Du coup, je ne sais pas à qui je passe le... Est-ce que vous voulez, Maria, que je vous le passe ? Je voulais juste m'excuser, il y a eu un problème de circulation et de voiture. Et donc, de façon assez inhabituelle, le modérateur, la modératrice arrive en dernier en cours de route, ce qui n'est pas, je vous avoue, l'exercice le plus facile. Mais Sarah, je vous laisse prendre la parole selon le rythme que vous avez adopté avant que j'arrive. D'accord. Bonjour à tous, merci d'être venus. Comme je vous l'avais écrit, Maria, hier, les seuls textes que j'ai donnés à Libération en tout et pour tous, c'est une nécrologie de Paul Venn et un texte plus rattaché à l'actualité au cœur de l'été sur les poignées de main refusées à l'Assemblée nationale, au Benjamin de l'Assemblée par les députés de la France insoumise. Ce qui me rappelait, d'un point de vue d'antiquisante, des grandes histoires de poignées de main, là aussi acceptées ou refusées, avec la valeur contractuelle qu'on peut donner aux poignées de main. Alors voilà, comme antiquisante, les passerelles sont pas toujours évidentes à faire entre donc ce temps présent et mon antiquité romaine, mais en même temps, il suffit que j'ouvre n'importe quel journal du jour pour qu'elle me saute aux yeux. Donc il faut se méfier des analogies trop faciles, et en même temps, moi, elles m'aident à penser. Elles aident souvent aussi à dépassionner certains phénomènes historiques. Et enfin, ce qu'on a là sous les yeux, quand on sait que des choses similaires ont eu lieu, et quand on connaît les résolutions aussi, ça peut aider. Et voilà, donc je suis dans la position de celle qui fait des grands écarts. Merci. Alors, moi, je suis dans un cas un peu différent. Alors, tout d'abord, en tant que directrice adjointe d'un gros laboratoire qui s'appelle CIRIS, et dont deux de mes collègues ont participé à ce numéro, Annette Viviorca, qui est chercheur émérite, et Johan Chapoutot. Ah, il me semble que dans les contributeurs, dans la liste... Ah si, je viens de le vérifier à l'instant. Donc, c'est une première dimension, hein, donc un laboratoire qui couvre quasiment tous les espaces de la planète, dans une perspective d'histoire contemporaine. Donc, nous travaillons sur le 19e siècle et le 20e siècle. Et donc, on est dans une double configuration, soit, comme l'a dit mon collègue, parce que la mémoire est convoquée et instrumentalisée. En ce qui me concerne, je travaille notamment sur les États-Unis dans les 2 guerres mondiales. Donc vous comprenez que tous les 6 juin, j'ai une sorte de série de sollicitations qui tombent toutes les années, qui sont liées à la libération et au débarquement. Hein. Je viens d'ailleurs de publier une biographie d'Eisenhower, et donc l'effet est démultiplié. Je vous dirais que c'est la partie facile de la chose, parce que finalement, on est dans la posture classique de l'historien qui parle d'un passé et donc qui mobilise des analyses, des archives, ainsi de suite. La partie la plus compliquée, et je pense que c'est pour cette dimension que j'ai été invitée aujourd'hui, c'est quand il s'agit de parler de l'actualité la plus brûlante. Alors, j'ai un peu de recul, hein, puisque la première fois où j'ai été sollicitée, ce n'était pas dans les années 70, quand même pas, mais c'était en l'an 2000. Hein. Vous vous souvenez certainement de cette élection américaine extrêmement compliquée entre George W. Bush et Al Gore. C'était ma toute première expérience d'être sollicitée par les médias pour expliquer le processus de l'élection présidentielle américaine, et ce très lent temps qui nous a amenés jusqu'au début de l'année 2001. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes 24 ans plus tard, toute une série d'élections ont suivi, et ce que je constate, c'est une sorte d'accélération, c'est-à-dire qu'en 2000, je savais qu'autour du mois de novembre, j'allais être très sollicitée.
Aujourd'hui, il ne se passe pas quasiment une semaine, voire un jour, où je suis sollicitée pour commenter à chaud une actualité dont je disais en aparté tout à l'heure, très souvent, c'est le message qui m'annonce l'actualité. Je vous donne un exemple très bref, c'est les vacances, c'est le mois de juillet. D'un seul coup, mon téléphone est plein de petites lumières, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est l'attentat contre Donald Trump. Et là, on me demande de réagir. Or, je le sais, j'apprends comme tout le monde. 2, ma spécialité n'est pas quand même le crime, pas encore. Et 3, qu'est-ce que l'historien peut dire? Alors, je suis comme ma collègue, partagée, parfois agacée, mais à me dire quand même que l'historien a des choses à apporter pour expliciter, pour mettre en perspective, pour essayer de tisser des liens. Finalement, vous le savez, hein, la culture politique américaine est faite de violence. Il y a des précédents. Dans le cas des États-Unis, l'élection de 68, avec l'assassinat contre Robert Kennedy. Et si vous suivez l'actualité, vous avez vu peut-être que sa veuve est morte hier. Donc vous voyez qu'on est en France, on apprend la mort de cette femme. C'est un flot perpétuel. Avec, j'ai envie de dire, une immense chance par rapport à ma collègue, c'est qu'on me demande d'être experte et de parler d'un pays qui est lointain de l'autre côté de l'Atlantique et dont les enjeux directs sur nos vies sont beaucoup plus limités. Alors vous allez me dire, oui, du résultat de l'élection, il va y avoir des conséquences. Mais vous voyez, ce que je vais dire ne va pas avoir, ou très peu à la marge, d'incidence sur le vote des électeurs le jour de l'élection. Alors que le spécialiste de la France à qui on demande de prendre position sur un sujet d'actualité française, peut-être que ce qu'il ou elle va dire va influer sur le résultat. Donc je suis dans une position à la fois de la submersion, ça c'est une évidence, hein, et très gênée, parce que dire non à quelqu'un qui vous demande d'éclairer l'actualité, c'est aussi gênant, parce que j'estime que l'enseignant-chercheur a aussi cette fonction, et en même temps rassurée de me dire que moi, mon objet, il est quand même pas l'histoire de la France. Alors je précise aussi que j'ai une autre casquette, mais qui peut-être vous intéresse moins, c'est l'histoire du Canada. Et là aussi, quand il y a des élections au Canada, je dois commenter l'élection de M. Trudeau, commenter ce qui se passe au Québec. Mais je trouve que c'est intéressant parce que la fréquence de la sollicitation est relativement faible en ce qui concerne le Canada et le Québec, alors que nous sommes très proches des Québécois, et très forte en ce qui concerne les États-Unis. Alors, moi, je vais position très différente et je vais partir d'un point très différent. Quand j'étais étudiant, je suis né en 1968, quand j'ai eu mon bac en 86, Michel Foucault était mort en 84 du sida, je me retrouve en 90 à devenir objecteur de conscience. Et il y a une historienne qui a été nommée par François Mitterrand au sein d'un conseil qui vient d'être créé, qui s'appelle le Conseil national du sida. C'est Françoise Héritier qui est présidente, anthropologue, professeur au Collège de France, et Michel Perrault siège au conseil. Et donc c'est un rapport, là, je vais tout de suite, c'est un rapport très différent, puisque j'étais entre la littérature et l'histoire, et Michel Perrault me dit, si vous cherchez un poste d'objecteur de conscience, vous savez, pour les plus anciens, l'objection de conscience, c'est une lutte des années 70 aussi, c'était 24 mois, d'abord à l'ONF, et puis progressivement dans un certain nombre de milieux associatifs, dans des associations ou des... voilà, donc... et parce que je refusais de porter les armes. Et donc, je me suis retrouvé dans une actualité qui était une actualité pour les plus anciens ici qui s'en souviennent. Pour Libération, ça a été une actualité brûlante au sens où c'était à la fois le journal qui était touché, il y a beaucoup de journalistes qui sont morts du VIH, et puis c'est devenu un sujet central, ça fait partie des 50 combats de libération dans c'est pas de la publicité, mais je trouve que c'est très intéressant. Puis il y a eu une très belle exposition de photographies aux Archives nationales et qui circule, je crois, et un livre sur 50 ans, et qui sont 50 ans de notre histoire contemporaine. Et de ce point de vue-là, en fait, l'événement, si vous voulez, en tant qu'étudiant, m'a frappé. Et j'avais à l'époque
petite anecdote autobiographique, j'avais un cousin qui était neurologue à Créteil, à Mont-d'Or, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses? Il m'a dit, écoute, c'est pas compliqué, c'est comme si en mai-juin 68, t'avais fermé les volets, et puis t'étais resté dans ta piole. C'était en négatif, me dit-il. Hein, c'est un 68 en négatif. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été embarqué en tant qu'historien du 19e dans cette histoire-là, qui ne m'a jamais plus quitté, puisque aujourd'hui, je siège au Conseil national du sida comme historien. Ce qui est quand même un truc assez dingue. Et pour une raison qui est aussi celle d'un rapport à l'actualité. Hein, on était dans ce combat. Pour certains, vous vous souvenez peut-être des antiprotéases, de l'arrivée des antiprotéases. Eh bien, vraiment, mon premier contact avec la presse, ça s'est passé dans le bureau du Conseil national du sida, quand Éric Favreau est venu, journaliste historique de la santé à l'IB, est venu, et que nous avons, il a écouté ensemble les déclarations des laboratoires. Vous vous souvenez de ce moment particulier où les laboratoires ont dit ben non, on n'aura pas de médicaments pour tout le monde. Et la presse, à ce moment-là, l'IB a publié ça, et le lendemain, Le Monde a dit il faut acheter des médicaments aux États-Unis. Et ce que je veux dire par là, c'est que on peut comme historienne ou historien être sollicité par le passé, mais par le présent, mais que le présent, en l'occurrence dans mon histoire, a frappé à la porte de toute notre génération. Et ce qui est, et je finirai par là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement, pour comprendre comment la lutte contre le sida, dont j'étais un observateur privilégié, fonctionnait, ça m'a amené à revenir à une histoire qui est celle des années 70, sur laquelle je travaille beaucoup, et qui n'était pas mon sujet à l'époque, et notamment à un autre des combats de libération, mais pas seulement de libération, de tout un ensemble de personnes, qui était le combat des prisons. Et à 1971-72, au groupe Information Prison, puisque le fondateur de la principale association et de la première grande association de lutte contre le VIH, c'était Daniel Defer, donc le compagnon veuf de Michel Foucault, et que Daniel avait été le principal acteur de cette histoire-là. Et que je me suis mis à faire l'histoire du groupe Information Prison parce que je voulais comprendre comment fonctionnait AIDE. Et cette question essentielle, on ne parle, comme disait Deleuze, hein, il dit à Foucault dans leur cuisine, dans la cuisine de Deleuze, il dit tu as été le premier, vous avez, puisqu'il se vous voyait à l'époque, vous avez été le premier à nous dire qu'on ne parlait pas à la place des autres. Et ça, c'était très intéressant parce que, par ailleurs, comme historien aujourd'hui, comme historienne, cette question du sujet et du sujet, je dirais, anonyme, ordinaire, l'actualité politique est rentrée dans nos méthodologies. C'est pas l'inverse. Hein, c'est pas les historiens et les historiennes qui ont dit non, c'est les fronts, c'est les luttes qui, à un moment donné, nous ont imposé aussi de changer, de descendre la tour d'ivoire de Pierre Nora, pour ne citer que, puisqu'il avait écrit une tribune dans la presse sur ce sujet, et pour être attentif aux mémoires, à ce qui circulait. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Merci à tous. De ce que vous venez de dire, je note quand même que vous êtes tous donc très sollicités, et peut-être de plus en plus pour éclairer l'actualité. Ce qui, quand on est journaliste comme moi, incite à une certaine modestie, parce que ça veut dire que finalement, il y a un besoin d'information que peut-être nous, journalistes, n'arrivons pas à combler par nos compétences. Première question que j'aimerais vous poser à tous, est-ce que vous avez l'impression que cette sursollicitation est liée aussi
à l'émergence et l'influence grandissante d'une actualité zapping qui passe par les réseaux sociaux, mais qui manque peut-être de sens, et peut-être chacun dans vos domaines respectifs, au-delà du fait d'être sollicité, est-ce que vous n'avez pas aussi l'envie, vous-même, de donner du sens ou d'expliquer des phénomènes, des événements qui, parce que maintenant l'information et ce flux continu et rapide conduisent parfois à des fake news, à des incohérences, et que nous, journalistes, on n'arrive pas toujours à contrôler ça, voire parfois, par erreur, on le relaie. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Et puis, peut-être ensuite, une autre question sur... J'imagine que chacun, dans vos domaines respectifs, vous avez été amené dans les archives, alors peut-être pas vous, Sarah, mais j'aurai une question plus spécifique pour vous après, aussi avoir un regard rétrospectif sur l'actualité telle qu'elle était présentée dans les périodes que vous étudiez, et quel est l'enseignement que vous en tirez? Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, je trouve que c'est une question très intéressante et qui renvoie peut-être à une dimension qu'on n'a pas encore abordée. C'est la question des temporalités. Il y a une question de la presse écrite qui est portée par Libération. Il y a la question de l'intervention radio, qui est encore un autre format et qui, la presse écrite, souvent a un peu plus de temps. C'est où répondre pour l'édition, j'allais dire du lendemain, mais ça peut être si c'est un hebdomadaire qui vous interviewe. Je l'ai fait dans le cadre de l'élection présidentielle américaine. C'est des interviews que j'ai fait au printemps pour du matériau qui va sortir plutôt au mois de novembre. Soit c'est de la télévision. Moi, je fais un peu de publicité, mais je suis très sensible à la chaîne parlementaire, à laquelle je réponds toujours oui quand elle me le demande, parce que non seulement c'est d'une très grande qualité, mais ce sont souvent... je suis sollicitée pour commenter, par exemple, un documentaire. Et donc, il y a un véritable temps dans lequel on peut dérouler une explication. Et puis, c'est contradictoire. On est souvent 2 ou 3 autour de la table. Et puis, il y a le dernier cas de figure, qui sont les chaînes d'information en continu. Et selon la demande, j'ai des réponses différentes parce que soit j'ai l'impression que ça peut apporter... Déjà, j'ai le temps. Vous voyez bien que si on me demande à 3h de l'après-midi d'être sur le plateau de télé, assez dans l'air, à 17h... il se peut que quand même j'ai une vie, voire des cours, voire des réunions, donc c'est très compliqué. Est-ce que l'espace va me permettre de dire ce que j'ai besoin d'expliquer? Je suis très frappée, on me dit venez, on a besoin de l'éclairage d'un historien ou d'une historienne, et après quand je veux parler d'histoire, on me coupe la parole en me disant... de manière plus ou moins... Bon, bref, en me disant, non, ça ne nous intéresse pas, c'est l'actualité qui nous intéresse. Vous voyez, c'est une situation très fréquente. Voire, vous vous retrouvez dans une sorte de table ronde avec des gens qui sont là, soit parce qu'ils sont compétents, soit parce qu'ils correspondent à une ligne éditoriale, soit parce qu'ils étaient les seuls disponibles. Tous les cas de figure sont possibles. Et là, vous vous retrouvez piégé parce que... Vous avez une réponse à formuler et la réponse que vous formulez, soit le directeur a changé, le fil directeur a changé parce qu'une autre actualité est arrivée entre l'après-midi et le matin, soit parce que les intervenants vous entraînent sur un autre sujet. Donc vous voyez, en fait, c'est assez compliqué et je pense que la temporalité et le temps qu'on a pour répondre, pour moi, est quand même ce qui va dire oui j'y vais ou oui j'y vais pas. Et je trouve que la presse, en la matière, a un avantage extraordinaire par rapport à une chaîne de télé en continu, d'autant plus que souvent, ma réponse est non, parce que je ne suis pas en accord avec ce qui se dit en règle générale sur la chaîne. Vous voyez, quelle qu'elle soit, hein, peu importe, mais j'ai l'impression de ne pas être à ma place et que finalement, ce que je vais dire ne va pas avoir d'impact, voire je vais y perdre mon après-midi. Donc c'est quand même se poser la question de l'efficacité de la parole. Et finalement, est-ce que quelqu'un ne le dirait pas mieux que moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être là pour dire une évidence que... Donc c'est assez compliqué de répondre, d'où parfois ce que tu disais tout à l'heure, hein, les questions de conscience, de se dire j'y vais pas, l'intérêt ou pas. Et vous voyez, sur les États-Unis, ce qui est encore plus difficile, c'est qu'on va me poser une question sur l'élection présidentielle américaine. Bon, je travaille sur les présidents américains.
j'ai un peu de munitions. On va m'interroger sur un ouragan. Alors, c'est pas parce qu'il s'appelle Hélène comme moi que... Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je raconte sur les ouragans, à part aller renvoyer vers des spécialistes de ces questions-là, ou être sur la question de l'histoire sociale et de dire, ben voilà, des ouragans, il y en a eu en Floride dans le passé, le Mississippi déborde, il y a une culture historique, où je renvoie vers les travaux de mon excellent collègue Romain Huré qui a travaillé sur Katrina. Vous voyez, ça aussi, c'est d'être humble et de dire, ben voilà, moi sur les ouragans, je suis pas la meilleure, mais un collègue a déjà travaillé là-dessus, interrogez-le. On peut me poser des questions sur la cuisine quand Thanksgiving arrive, la dinde. On peut me demander, on me demande sur George Washington. On peut me demander sur la guerre civile. Donc, en fait, travaillant sur le colonial jusqu'à aujourd'hui, vous voyez l'immensité de ce que ça peut représenter. Et c'est ça la difficulté, je pense, de celui qui passe pour expert. À un moment donné, il faut être aussi capable de dire « je ne sais pas ». Et ça, c'est quand même quelque chose qui est parfois difficile à entendre vis-à-vis de nos interlocuteurs, qui, je le comprends, sont en attente de réponses, évidemment. Malika, je crois que vous vouliez... Oui, on a discuté un peu comme si c'était un peu normal qu'on soit tous sollicités et d'avoir de temps en temps le téléphone qui sonne, de se sentir quand même vachement important et de pouvoir dire non, je réponds pas. Je remarquais que le titre du Libé, c'était aujourd'hui le Libé des historiennes et historiens. Je me rappelle quand même d'un temps où les sollicitations médiatiques étaient très, très masculino-centrées. Et si vous étiez une historienne jeune, c'était hyper galère. Moi, on m'a dit des trucs extrêmement désagréables autour d'une tribune que j'avais proposée au Monde, où on m'a dit on connaît Henri Rousseau, l'ancien directeur de l'IHTP, on connaît Christian Ingrao, l'ancien directeur de l'IHTP, mais vous êtes qui ? C'était une tribune sur l'Algérie, ni l'un ni l'autre, ils avaient rien à dire sur l'Algérie, évidemment. Mais ça voulait dire que j'étais epsilon dans le paysage universitaire, et ça a beaucoup changé au fil des années. On a vu en fait les médias faire attention à un équilibre de genre. On a vu des médias aussi être moins frileux à aller vers des historiens jeunes. Aussi peut-être parce que le nombre de sollicitations, et tu l'as dit, a augmenté, et donc bien souvent on réfère les journalistes à des gens plus compétents que nous, même lorsque ce sont des doctorants ou de jeunes chercheurs. Donc ça a changé, mais on a tous ces effets de se trouver très mal dans des situations d'interview, où on sent bien que, d'une certaine façon, ce dont les journalistes peuvent avoir besoin, et c'est surtout vrai en radio et en télé, c'est de la matière. Et en fait, peu importe que vous soyez historien ou sociologue ou politiste, parlez-nous de ce pays, dites-nous quelque chose, et puis voilà, on va vous dire, bon, quand même, à un moment, le passé, ça va, est-ce que vous pourriez être plus sur le présent ? Il faudrait aussi dire un mot de toutes les questions qu'on ne nous pose pas, ou de toutes les sollicitations que l'on ne nous fait pas. Je vais prendre un exemple dans l'actualité un peu brûlante. On a eu beaucoup de débats en France et dans d'autres pays sur la question de la colonisation de peuplement dans les derniers mois, autour de la question de savoir est-ce que Israël, colonisation de peuplement ou pas. Et vous avez entendu des gens avoir des débats pas très savants, beaucoup à coups d'invectives, oui, non, si, non, ça ne faisait pas beaucoup avancer le débat. On a en fait quand même un nombre d'historiens de la colonisation de peuplement qui est très grand, qui aurait pu nourrir le débat avec de la réflexion, qui aurait pu amener des choses de l'ordre de la définition, dire voilà, ça ressemble, faire de la comparaison. Eux n'ont pas du tout été sollicités. Donc le cadrage, si vous voulez, l'ensemble de ces remarques, c'est vraiment pour dire à quel point le débat n'est pas du tout une scène sur laquelle on a tous accès pour dire tout ce qu'on veut à chaque fois qu'on le souhaite sur l'actualité. Les contraintes, elles sont très très fortes, et bien souvent on est face à des questions où on se dit non mais là, j'ai rien à dire, c'est pas moi, c'est mon autre collègue. Sur une question très précise, je viens de solliciter un collègue qui m'a dit non, moi c'est le bronze ancien, c'est pas le bronze moyen, je peux pas du tout répondre pour faire de la vulgarisation. Et j'étais là, je sens bien qu'il y a une grosse différence, mais pour faire un truc un peu
très général, je pense que vous allez faire l'affaire. On est quand même très conscient de nos limites sur des choses savantes, et des fois on est super mal à l'aise sur des questions d'actualité où on n'a pas du tout l'impression d'être la bonne réponse, et où on a l'impression du coup, ou peut-être, c'est pas une impression, peut-être qu'on sent bien du coup, à quel point parfois le débat, notamment en plateau télé ou en radio, c'est le café du commerce. Et on est juste, parce qu'on est des historiens, on est juste des espèces de super citoyens un peu mieux informés. En tout cas, c'est un risque, moi, auquel je suis un peu sensible. Il y a des fois où je me demande à quel titre on prend la parole. Est-ce que c'est vraiment assis sur nos connaissances d'historiens, ou est-ce que c'est juste parce que la porte est ouverte, on l'a prise, et ça nous permet de développer des propos que n'importe qui aurait pu aussi bien que nous développer. En tout cas, c'est une menace que je trouve qu'il faut garder en tête. Oui, je voudrais dire un mot sur ces sollicitations. Moi, je suis en fait jamais sollicité. J'ai pas. Non, mais et par contre, il est vrai que le journal, historiquement, dans une disons, vision un peu plus longue, celle du siècle du journal, développée notamment par un collègue Terranti et Khalifa, montre bien que le journal est un espace où des intellectuels prennent la parole. Et je crois qu'on est aussi dans une période où il y a une professionnalisation très forte du métier des historiennes et des historiens, qui consiste aussi à nos instituts, qui se manifeste par le fait que, par exemple, au CNRS, on nous demande des mots-clés pour que s'il y a des demandes de journalistes, on nous oriente, ce qui peut effectivement créer quelques malentendus. Mais la question de l'intervention, elle se pose doublement, puisque comme l'art contemporain, comme le spectacle vivant, la presse est très friande et c'est venu beaucoup aussi des États-Unis. Si vous connaissez un peu le New York Times, le New York Times, le week-end, il y a beaucoup d'opinions, de tribunes. Il y a même aujourd'hui un journal en ligne, AOC, qui n'est constitué que de tribunes payantes. Or, là, une des choses, moi en tout cas contre laquelle je lutte, c'est la professionnalisation des historiens et des historiennes, sans doute parce que je suis, comme d'autres, élève de gens qui n'attendaient pas que leur institut leur demande de dire ce qu'ils avaient, de parler, et qui prenaient la parole parce qu'ils considéraient, je reprends la question des prisons. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, avec d'autres collègues, mais de différentes générations, on s'est inquiété du fait qu'une partie de l'abbaye de Clairvaux, en l'occurrence la partie la plus moderne, c'est-à-dire pas l'abbaye, mais le rempart, on va dire, le mur d'enceinte, qui datait des années 60, allait être détruit. Or, on s'est dit, c'est pas possible qu'on détruise ce mur, parce que d'un côté, on va faire l'éloge de Robert Badinter et de l'abolition de la peine de mort, et on va détruire le lieu même, la trace même dans le paysage du moment où ce combat commence. Puisque, en l'occurrence, Robert Badinter était avocat d'un des deux évadés de Clairvaux, et que cet évadé de Clairvaux a été condamné à mort. Et pour Badinter, c'était une injustice intolérable, comme on disait à l'époque, et comme j'espère on le dira encore. Et donc, là, il y avait un fragment d'histoire, et donc on a vraiment des gens qui venaient d'univers très différents. On est intervenu dans Libération en disant faut pas, non, attention à ce qu'on fait en termes de patrimoine.
Alors, ça rejoint vous allez dire que je vous parle beaucoup de Foucault, mais ça rejoint une question qui est peut-être au centre de nos discussions, c'est celle de l'intellectuel spécifique. C'est-à-dire une tribune d'un ingénieur agronome sur la situation aujourd'hui de l'agriculture, ça a plus d'intérêt que d'un politologue sorti de Sciences Po. Excusez-moi, hein, je cible, mais c'est plus intéressant. C'est plus intéressant quand, effectivement, des gens qui sont spécialistes d'une question interviennent sur cette question. Et ça, mais ça, pas parce que il faut qu'il y ait un plateau, mais parce qu'il y a une vraie urgence. Et c'est là que la presse est intéressante, parce que nous, on vit dans un rythme de publication qui est un rythme très lent. Quand on publie un article, c'est 1 à 2 ans, le temps que ça se passe. Donc, la presse, c'est aussi un recours pour faire remonter des choses. Voilà ce que je voulais. Bien sûr, et je dirais qu'aux intellectuels spécialisés, on pourrait opposer les éditorialistes touche-à-tout qui envahissent les plateaux télé sans beaucoup de sens ni de connaissance. Parce que, alors, je voudrais qu'on soit d'accord sur une chose et qu'il n'y ait pas de malentendu. J'imagine bien la pression que ça peut être d'être sursollicité et de se retrouver face à des gens qui n'ont pas bossé. Ça s'appelle tout simplement comme ça. Mais il est quand même dans l'ensemble, je trouve, positif, en tout cas intéressant, de voir que finalement, il y a aujourd'hui, dans un monde assez désorienté, qui semble en crise et en choc permanent, qu'il y ait cette volonté d'avoir votre connaissance, de partager votre connaissance, d'avoir vos réflexions par rapport à ce qu'on vit et qui encore une fois désoriente beaucoup d'entre nous, et il y a un besoin de sens et de profondeur que vous pouvez apporter mieux que nous journalistes. Et je citerai une phrase, Malika, que vous aviez prononcée dans un livre des historiens qui date de 2016, qui s'appelait « Écrire au temps d'Alep », autre temps, autre malheur, les uns ne s'arrêtent pas et d'autres commencent. Et vous disiez à un moment, je pense que c'est à la fin, il faut rappeler que depuis 2 siècles, n'importe quelle intervention militaire étrangère au Maghreb ou au Moyen-Orient, aucune intervention militaire étrangère au Maghreb et au Moyen-Orient n'a abouti à l'amélioration du bien-être de ses habitants. Et voilà, nous sommes 8 ans plus tard et nous y sommes encore. Et au fond, il y a une question que je me pose, autant c'est positif, et peut-être que c'est une part du malentendu des relations entre les médias et vous, autant c'est évidemment éminemment positif de vous interroger sur le contexte ou la profondeur que vous pouvez apporter à une situation donnée. Et j'imagine qu'en novembre, votre portable ne va pas arrêter de vibrer, mais peut-être... Donc, évidemment, et il y aura toujours cette sollicitation tant que, surtout, on vit dans un monde d'urgence. Mais est-ce que... on n'est pas parfois tenté de vous solliciter pour interpréter l'avenir, et qu'il y a peut-être là un malentendu. Et vous voyez, juste Sarah aussi, je pensais, parce que vous voyez, moi, un réflexe que j'ai eu en préparant cette intervention, je me suis dit, Rome, mais alors, Rome, c'est un symbole aujourd'hui de l'Empire, et surtout de la fin de l'Empire, parce que c'est presque une expression. Et vous avez peut-être noté qu'il y a un film qui est sorti au cinéma qui s'appelle Mégalopolis, de Francis Ford Coppola, qui évoque une nouvelle Rome, très contemporaine. Et donc même vous, à travers cette antiquité, j'imagine que vous avez dû avoir des sollicitations, vous pourriez les avoir, sur est-ce qu'aujourd'hui, le monde occidental n'est pas cette Rome qui s'effondre, par exemple. Donc, je veux dire que chacun dans votre domaine, vous avez la possibilité, et finalement, le papier sur la santé mentale de Philippe dans Libé interroge aussi l'avenir, par exemple, de la santé mentale. Donc, est-ce que c'est pas là qu'il y a un malentendu possible sur le fait que, même si les propos de Alep sont très prémonitoires, on vous coince dans un rôle qui n'est pas le vôtre et qui n'est pas évident, même de manière subliminale. Je trouve ça très intéressant, et d'ailleurs ça remonte pas à aujourd'hui, hein.
Mon directeur de thèse, que vous voyez souvent encore dans les médias, bien qu'il soit né en 1937, André Caspi, pour pas le nommer, je regarde avec émotion qu'on peut être né en 1937 et être encore en train de travailler pour les médias pour expliciter. Il a une phrase que je trouve intéressante. Il dit, pour répondre à ça, j'ai déjà du mal à prévoir le passé, alors comment prévoir l'avenir ? Et donc je pense que, en ce qui me concerne, c'est une question à laquelle je ne réponds jamais. Vous voyez, la question que tout le monde me pose, c'est qui va gagner la présidentielle en novembre ? Comment dire ? Je ne sais pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en ayant les mêmes discussions avec mes étudiants, puisque j'ai notamment des étudiants en master, et j'ai un séminaire de méthodologie qui est un espace de discussion assez informel, puisqu'on parle du seul sujet qui est important, leur mémoire de recherche en cours. Et ils ont exactement la même expérience que moi. Leur entourage familial, parce qu'ils font de l'histoire des États-Unis, pensent qu'ils sont en capacité de répondre à cette question. Et leur entourage leur pose cette question. Donc, je vois tout l'intérêt et je comprends qu'il vaut mieux demander à des gens qui ont un peu l'expertise du passé. Mais moi, à titre personnel, je m'interdis, je suis peut-être un peu toute seule dans ce cas, chez certains de mes collègues qui parlent des États-Unis, mais je m'interdis de parler du futur. C'est-à-dire que j'essaye de donner des grilles de lecture et d'explication pourquoi les gens votent, comment ils votent. Est-ce qu'il n'y a pas eu dans le passé des élections présidentielles qui ont été tout aussi compliquées, mais qu'on a oubliées parce qu'on est dans le temps présent ? Je préparais une communication pour dans quelques semaines sur l'élection de 1800. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas totalement. Dans cette élection de 1800, qui est extrêmement violente, c'est une élection qui oppose le président sortant Adams et son rival dans l'opposition Thomas Jefferson. Le camp de Thomas Jefferson est en train d'expliquer que Adams essaye de marier un de ses fils avec une fille du roi d'Angleterre. Alors, vous voyez, c'est une fake news. On en est bien d'accord, mais ça veut dire qu'en 1800, il y a déjà des fake news. Et qu'il y avait déjà de l'écho. Et donc, en fait, c'est de se dire pourquoi, finalement, des choses sur la longue durée marchent ou ne marchent pas, parce qu'il y a une culture politique particulière, et que dans le cas qui m'intéresse, une république qui vomit la monarchie, et donc dire que votre opposant veut marier son enfant avec un enfant du souverain britannique, c'est l'opprobre la plus importante que vous pouvez lui jeter. Et donc voilà, moi je pense que c'est cette dimension qui fait, qui peut-être nous différencie les uns les autres. À l'inverse, j'ai des collègues à qui ça ne pose aucun souci d'imaginer ce que va être le résultat de l'élection présidentielle. Mais je crois qu'on est tous très différents en la matière. Et moi, pour ma part, je pense que ce qui différencie l'historien du politiste, c'est que nous, notre sujet, c'est le passé, c'est l'archive. Vous avez posé la question de la presse tout à l'heure, à laquelle on n'a pas répondu dans le passé. C'est de se dire, dans le passé, c'était comment ? Et quelle est la mémoire de ce passé qu'ont les contemporains et qui peut les conduire à agir ? Mais moi, c'est ma limite. Après, je ne sais pas qui va succéder à Justin Trudeau au Canada. Je ne sais pas ce qui va ressortir de cette élection. En tant que citoyenne, je me sens concernée, mais je ne m'engage pas à prendre des paris dont je sais d'ailleurs qu'ils vont être perdants la plupart du temps. Sarah, sur Rome Et sur la prophétie possible, c'est ça ? Oui. Alors, bon, déjà aussi, je dois dire que je suis peu sollicitée, voire jamais sollicitée. Il faut que le journaliste qui m'écrive ait souvent lui-même une formation en lettres classiques pour pouvoir avoir la curiosité de faire appel à moi. Malheureusement, parce que ce monde gréco-romain, il a fait naufrage dans notre culture et on l'oublie trop souvent. Non, heureusement qu'on m'a pas demandé quand cesserait l'Empire américain au regard de l'Empire romain. Ça me permet de faire la parenthèse de vous conseiller d'aller voir Mégalopolis, qui est un film qui m'a beaucoup plu. Et quand on a un peu de culture antique, on voit avec quelle finesse en fait Coppola connaît cette histoire romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ, entre l'amour que porte le maire de New York, Cicéron, à sa fille. Bon, elle s'appelle pas Tullia, mais on sait que dans l'Antiquité, Cicéron et sa fille c'était une grande histoire d'amour. Par exemple, ça aussi c'est un coup de génie, le personnage de Claudio, là, qui est joué par Shia LaBeouf.
C'est fabuleux parce que ça désigne le tribun de la plèbe Claudius, qui avait lui-même modifié son nom pour faire plus peuple. En fait, issu d'une famille patricienne, il avait transformé son nom de Claudius en Claudius, un peu comme Jean qui se ferait appeler Jeannot, vous voyez, quelque chose comme ça. Bref, donc ça, c'est un film qui m'a beaucoup plu, alors qu'il a reçu beaucoup de critiques, mais je vous conseille d'aller le voir, parce qu'il montre aussi une certaine force des idées romaines sur le long terme. Comment ces personnages clés qui ont été César, Catilina, ils peuvent resservir là aussi à plein de réflexions analogiques. Il faut toujours rester prudent, mais... On est dans une projection du passé sur l'avenir, d'ailleurs, avec ce film, typiquement, qui se situe dans une période assez indéfinie, mais effectivement, qui est plein de références à l'antique. Oui. Et je crois que si on me demandait une quelconque prophétie, je la refuserais. Je crois que les pires prophètes sont les historiens. Malika, peut-être qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre ces phrases? C'est une prophétie finalement. Alors l'article Écrire au temps d'Alep était une tentative de raconter comment, du point de vue des Arabes, ce qui était en train de se passer s'inscrivait dans une série d'événements à travers une chanson qui avait circulé, une chanson de Fayrouz qui dit « Ramenez-moi à mon pays ». Et qu'elle avait été chantée par d'abord les Libanais, puis les Algériens pendant les années 1990. Chaque fois qu'il y avait des exils, en fait, cette chanson devenait la leur, et cette chanson était chantée à ce moment-là par les Syriens. Elle a été écrite pour les Palestiniens, cette chanson. Donc effectivement, on la retrouverait aujourd'hui si qui que ce soit avait l'occasion de chanter. Tout à l'heure, Sarah parlait de dépassionner les choses. Effectivement, là où nous, on peut intervenir de façon positive dans la discussion, c'est dans la possibilité de contextualiser, de donner de la profondeur, ou simplement de faire le pas de côté pour dire la question qui est en train d'être posée de façon obsessionnelle, on peut la regarder d'une façon un peu différente si on vient d'autres interrogations. On peut ne pas tous être complètement surpris par un événement. Si on a une culture un peu historique, on peut trouver que c'est quand même assez logique. On peut chercher des parallélismes et de la comparaison. On peut en fait rompre la contrainte du débat tel qu'il est en train de se poser, pas forcément pour prédire l'avenir, mais pour dire il y a quand même une autre façon. Il y a quand même dans les médias, on va le dire, il y a un certain suivisme dans la façon de traiter de l'actualité, et nous on peut parfois rompre un peu ce suivisme et décaler les choses. Ça passe par le fait d'intervenir dans un journal ou à la télé ou à la radio. Et puis il y a d'autres façons aussi d'intervenir par rapport à l'actualité. Pour moi, par exemple, la façon la plus libre, c'est l'utilisation d'un blog. Parce que alors là, pour le coup, j'attends pas qu'on me pose les questions. Il y a personne qui va me dire non mais vous êtes obsédé par bah oui, je suis obsédée, c'est mon blog, j'ai bien le droit d'écrire à partir de mes propres recherches, de poser mes propres questions, elles vous intéressent ou elles vous intéressent pas, mais moi je vais les poser là. Et parfois ces posts de blog, ils ont une vie après qu'on n'a pas forcément anticipée. Parfois ils nourrissent des publications de presse. Si on regarde l'histoire de chaque post de blog, il y en a plusieurs qui ont donné ensuite lieu à des émissions ou à des publications dans parfois même différents journaux, dans des formes un peu différentes. Donc il y a aussi des façons un peu différentes d'entrer dans le débat et de se libérer parfois des contraintes de la discussion pour éventuellement envisager, mais même avec imagination, ce que pourrait être l'avenir, dans un espace où on ne nous demande pas qui va gagner, oui, non, blanc, noir, voilà, mais où on peut dire, si on compare avec ça, alors on peut imaginer tel scénario, on peut imaginer tel autre scénario, voilà, où on a un peu d'espace pour que l'avenir puisse devenir un objet d'étude ou un objet d'écriture historienne, sans pour autant faire complètement n'importe quoi avec notre boule de cristal, en fait, si vous voulez. Utiliser l'avenir ou l'écriture sur l'avenir d'une façon où on n'a quand même pas perdu notre rigueur. Philippe. Oui, il y a dans nos pratiques d'historiennes et d'historiens du contemporain, il y a une pratique qui est maintenant
courante et de plus en plus développée qui consiste à participer à l'archivage du très contemporain. Et je crois que c'est une forme de réponse à ce futur. C'est-à-dire que longtemps on a opposé les archivistes, qui sont des historiennes et des historiens, faut-il le rappeler, enfin, les chartistes font des thèses, et les bibliothécaires aussi, enfin, font des traçons, des gens qui ont fait de la recherche, qui ont des compétences que les historiennes et les historiens n'ont pas forcément, et que par ailleurs, nous avons la chance, et il faut vraiment le souligner, de vivre dans un pays où les archives sont des archives citoyennes. Vous avez le droit d'aller aux archives municipales, même si vous n'êtes pas historienne ou historien, même si vous n'avez pas un doctorat. Vous pouvez aller aux archives nationales à tout moment. Et vous disposez en ligne d'un certain nombre d'instruments de recherche qui ne sont pas des instruments de recherche pour seulement des gens surdiplômés. Je dis ça parce que, moi en tout cas, c'est une question qui s'est posée à moi, puisque quand on rentre au CNRS, et j'en suis très heureux, il n'y a pas de cahier des charges. Donc en fait, le métier de chercheur et de chercheuse, c'est un métier qui s'invente. Et il se trouve que la période depuis donc 24 ans que je suis au CNRS, eh bien cette question de l'archivage, je pense notamment à l'archivage, là encore, je vais revenir sur des choses qu'on a tous vécues, d'un certain nombre de luttes sociales. Eh bien, cet archivage, par exemple, de mouvements, je pense à des grandes manifs, je pense à la loi travail, tout ça, c'est des choses qui ont été pratiquées par des figures vraiment centrales de l'histoire sociale, comme Jean Métron, comme Jean-Claude Perrault, comme l'ancienne présidente de la Ligue des droits de l'homme, Madeleine Rébériou, encore Michel Perrault. Enfin, on retombe toujours sur un certain nombre de figures qui, en 68, se sont dit, eh bien, tous ces tracts-là, tout ce qu'il y a, eh bien, on va les ramasser. Et il faut un numéro du mouvement social avec ça. Et ça, c'est en 68, mais quand on se retrouve, j'ai déjà parlé de la pandémie à VIH, ou du Covid, ou d'événements comme ça, qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'archivage des mobilisations autour des Gilets jaunes ? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un archivage qui est fait par les militants, hein. Je vous encourage à aller voir notamment le site Plein le dos, qui est vraiment un site extraordinaire, fait par des graphistes et des militants, hein, avec toute une documentation. Mais il y a aussi un travail qui est fait de témoigner, on pourrait parler de, c'est pas un cas que je vais expliquer ça, d'archives orales, d'entretien, tout ça. Aujourd'hui, nous sommes acteurs de ce devenir de l'histoire. Et peut-être que là encore, ça s'est fait beaucoup du côté associatif, hein. On est là encore en France, dans un pays où les associations, et moi je ne cesse de le dire aux étudiantes et aux étudiants, c'est des lieux extraordinairement riches. Et je me souviens quand en 91-92, Philippe Lejeune, grand chercheur en littérature, au fond un des fondateurs des études sur l'autobiographie, crée l'association pour l'autobiographie, donc où vous pouvez, chacun d'entre vous, déposer les journaux de vos grands-parents, vos propres journaux personnels, des correspondances. Eh bien, Philippe Lejeune nous encourage à suivre cette pratique. Et du coup, on a un certain nombre, hein, et puis ça s'est développé, à accompagner. Après, c'est pas sans conflit non plus, parce que aujourd'hui, on est aussi dans des histoires d'archives qui peuvent être des archives communautaires. Je prendrai un exemple que Malika connaît bien, qui est l'exemple, par exemple, des archives des Pieds Noirs de l'Algérie française. Eh bien, ces archives ne sont pas aux archives de l'outre-mer à Aix-en-Provence.
Elles ont été un temps prêtées au MUSEM, puis maintenant, il y a un projet, tu pourras en parler. Et là, comment les historiennes et les historiens, qui sont vus plutôt comme des gens, en fait, bon, les historiennes et les historiens, et je m'avance, hein, mais en gros, ils sont plutôt du côté de la libération nationale algérienne que du côté de l'OAS. Ce qui pose un vrai problème, c'est-à-dire nous pose aujourd'hui un vrai problème aussi sur c'est quoi les archives de l'extrême droite dans nos fonds. Parce qu'on n'a pas ces archives-là, en fait. Et je ne dis pas que tous les pieds noirs étaient d'extrême droite, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est une vraie question à la contemporaine, par exemple. Il y a beaucoup d'archives, il y a tout un groupe d'archivistes qui réfléchissent à cette question. Et avec des historiennes et des historiens, c'est comment on fait pour aussi rassembler des archives qui sont... Alors, il y a les archives invisibilisées de communautés minoritaires, et puis il y a aussi des archives... c'est le cas, hein, ça a beaucoup été le cas pour l'extrême gauche, de dire on ne va pas donner nos archives au moment où Michèle Zancarini-Fournel, justement historienne qui, elle, a été une des fondatrices de Mémoire de 68, il y avait certains de ses camarades qui disaient « Tu rigoles, on ne va pas donner nos archives de la gauche prolétarienne à la police ». Non mais, et en Amérique latine, hein, et je finirai par là, en Amérique latine, je me souviens très bien, je disais, une fois j'avais été invité en Argentine, et il disait, non mais vous rigolez quoi, on va pas donner nos archives à la Bibliothèque nationale. Les mecs qui sont là, c'était nos tortionnaires. C'est pas le cas en France, hein. Les archivistes ne sont pas nos tortionnaires. Attention, mais longtemps, les archivistes, et c'est très intéressant, dans l'imaginaire, c'était quand même l'école des chartes, c'était réac quoi. Enfin, c'est une vraie réalité, c'est-à-dire il y avait l'histoire, disons, progressiste, et puis d'un autre côté, bon, il y avait aussi une histoire très conservatrice, hein, qui est toujours présente, un peu moins à Blois, mais bon, toujours quelques... Enfin, bon, mais il y a, par ailleurs, il y a cette dimension idéologique qui n'est pas neutre dans le futur. Qu'est-ce qu'on conserve, et nous sommes normalement des acteurs de cette histoire à venir le plus objectivant possible. Justement, parmi les archives, il y a donc aussi, c'est un peu la question que je posais tout à l'heure, il y a donc aussi la presse, l'actualité. Et est-ce que vous, dans vos domaines respectifs, quand vous êtes amené à relire la façon dont était couverte l'actualité à une période donnée, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de censure, d'autocensure, de fake news, que ça correspond à la réalité. Alors, dans l'Antiquité, c'est peut-être plus compliqué, mais peut-être dans la représentation de l'Antiquité, j'imagine que notre regard aussi a changé. Quel est le rapport de l'historien à la façon dont on couvrait l'actualité dans une période donnée? Est-ce que vous avez été amené à vous poser la question Je vais faire une réponse brève parce que je pense que la salle a aussi des questions. Oui. Je pense que l'exemple le plus emblématique, c'est la période de la guerre froide. Quand on travaille sur les États-Unis et le Canada, où c'est une presse, hein, vous le savez, qui est protégée par le premier amendement à la Constitution et normalement est complètement libre, mais qui est dans une forme d'autocensure parce que critiquer le gouvernement américain revient d'une certaine manière à ne pas être patriote, être anti-américain. Et donc c'est ce qui va être la ligne dominante en fait jusqu'au moment 65 quand on commence à interroger le bien fondé de la guerre du Vietnam. Et j'ai un très bel exemple sur le renversement du régime guatémaltèque, puisqu'on parlait d'Amérique latine tout à l'heure, et iranien, hein, 53 et 54, où la Pravda, la presse soviétique, dit c'est les Américains, et les journalistes américains disent non, ça ne peut pas être, puisque nous sommes dans le camp du bien, dans la guerre froide. Et donc il n'y a même pas d'enquête journalistique sur ce sujet, on prend pour argent comptant ce qui vient de la Maison-Blanche. Et puis renversement de situation avec la guerre du Vietnam, où là, les journalistes américains refont leur travail et interrogent, discutent, font des enquêtes journalistiques extrêmement poussées, avant même la crise du Watergate que vous connaissez, hein, puisque viennent de sortir
le livre voilà, d'un des deux journalistes du Watergate qui interroge le très contemporain et notamment les relations Trump-Poutine. Voilà un journaliste qui fait de l'histoire d'ailleurs. Tout à fait. Est-ce que vous voulez vous auriez peut-être quelques questions parce que je vois que le temps file, qui rejoignent ces interrogations. Est-ce que je ne vois pas bien, mais je crois qu'il y a un micro qui circule. Bonjour. Donc, on a beaucoup parlé de l'apport de l'historien pour éclairer l'actualité. Mais moi, je me posais la question inverse, c'est comment l'actualité peut permettre de rendre intelligible le travail des historiens et de susciter de l'intérêt pour la recherche et pour les travaux d'historiens. Parce qu'il me semble que la presse a pour vocation d'informer, alors que l'histoire, selon moi, les historiens ont pour vocation de transmettre. Et comment on peut se servir de l'actualité pour mieux transmettre, ne pas s'adresser qu'à des CSP+, comme je pense 95% de la salle, moi comprise. Et donc, rendre intelligible cette histoire qui peut être effrayante pour quelqu'un qui n'y connaît rien, et que prendre des faits d'actualité pour nourrir et apporter et susciter l'envie d'en savoir plus sur l'histoire. Qui souhaite répondre ? Alors moi, je voulais juste vous répondre avec une anecdote de recherche. J'étais en train d'écrire un livre sur l'Algérie en 1962, au moment de son indépendance, et j'étais en train d'écrire le chapitre sur les festivités de l'indépendance, des festivités un peu incroyables, délirantes, où les gens sont en transe pendant des jours et tout et tout. Et intervient en février 2019 le mouvement populaire en Algérie, le Hirak, où en quelque sorte je vois se dérouler devant moi quelque chose qui ressemble fortement à ce que je suis en train d'écrire. Et ça crée une connexion très très particulière qui du coup donne un intérêt nouveau au travail qu'on est en train de réaliser. Parfois, il y a des d'ailleurs, les éditeurs le savent bien, hein, le devenir d'un livre d'histoire, il peut être complètement changé par un événement d'actualité. Je pense par exemple à la bande dessinée sur Jérusalem de Vincent Lemire et Christophe Gauthier, publiée en 2022 et qui tout d'un coup trouve une actualité nouvelle, mais du coup donne aussi un espace et des expériences du présent qui font que les gens sont plus prêts à recevoir, à entendre, à écouter et à dialoguer, notamment les plus jeunes. Ça nous donne à l'inverse un regard un peu particulier sur l'actualité. Moi, je me souviens m'être retrouvée devant des journalistes français. Il y en a un à France Culture, sa question la première semaine du mouvement populaire en Algérie, dans une émission de radio, c'était « Pourquoi les Algériens nous détestent-ils autant ?» Et j'étais là, vraiment, là, je ne comprends pas ce que je fais là. Moi, je peux vous parler de pourquoi cet événement, il est aujourd'hui, on a en tout cas l'impression qu'il est presque aussi important que l'indépendance du pays, ou en tout cas les gens ont ce ressenti et cette impression. Je peux vous parler du déroulement, je peux vous parler de où les gens marchent ou ne marchent pas, quels sont les lieux qui portent des symboles et tout. Après, si vous voulez vous demander qu'est-ce que ça a comme influence sur Paris, je sais pas, comme disait Hélène tout à l'heure, je ne sais pas bien ce que je fais là. Donc, ça peut jouer contre nous. Ça peut jouer pour nous. Vous avez des éditeurs qui disent, par exemple, bien volontiers, une élection présidentielle à la sortie d'un livre, c'est pas bon, ça fait chuter les ventes. Je peux pas vous l'expliquer, moi je sais pas comprendre ça, mais ça fait que les gens, ils ont moins envie d'histoire, ou je sais pas, ils achètent moins de livres. Enfin, voilà, il y a des rapports un peu inattendus entre actualité et histoire. Oui. C'est pas les mêmes. On n'est pas dans les mêmes temporalités. Bon, tu as cité Vincent Lemire. Vincent Lemire, en fait, il est d'abord le porteur d'un grand projet de recherche avec Yann Potin et d'autres qui s'appelait Open Jérusalem sur les archives de Jérusalem. Et la bande dessinée, ce n'est qu'un produit dérivé. Enfin, soyons un peu sérieux sur ça. Et je pense que ce rapport-là de la recherche, en tout cas, moi, je défendrais un rapport strict.
et un peu contre les produits dérivés, qui sont l'autre acteur dont on n'a pas parlé, qui est l'édition. Et il me semble que ce qui peut se passer entre la presse et la recherche, c'est précisément que, sauf à quelques exceptions près qui sont les chroniqueurs, c'est du service public. Il n'y a pas d'argent entre. Il y a pas, quand nous, on passe une journée à Libération pour faire le Libé des historiennes ou des historiens, ou quand on écrit une tribune, il y a pas. Enfin, il s'agit bien de la question alors, est-ce que le travail des historiennes et des historiens, c'est seulement de transmettre? Je ne suis pas sûr. C'est quand même de produire un savoir. Ce qui est le travail des journalistes, c'est de rendre compte de ce qui est en train de se passer. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et si j'insiste sur la question de l'argent, enfin de la monétarisation finalement de nos savoirs, c'est que c'est un vrai souci aujourd'hui. C'est une vraie, pour moi, un enjeu fort politiquement entre la société civile et la société de la recherche. Et que je pense notamment que ce qui est intéressant, c'est quand, là je reviens encore à des luttes, par exemple, Notre-Dame-des-Landes. Quand Notre-Dame-des-Landes, des militants de Notre-Dame-des-Landes évoquent un terrain que je connais bien, qui est l'histoire du Larzac. Bon, et que le Larzac devient une lutte environnementale. Là, je dois dire que historienne des luttes des années 70 dit ben non, c'était une lutte pour défendre une forme d'agriculture particulière qui n'était absolument pas soucieuse de l'environnement, puisque, comme vous le savez peut-être, les Causses ne sont pas des déserts primaires. Les Causses en Aveyron, les Causses du Sud, sont sont certes calcaires, mais ils étaient plantés d'arbres, et c'est l'élevage à la fois des moutons et des chèvres qui a bouffé l'ensemble du territoire. Donc c'est aussi dans votre questionnement, c'est aussi à un moment donné dire bah non, là c'est n'importe quoi. Et on peut le dire, et même si du coup on n'est pas forcément adoré, mais bah voilà, la question n'est pas d'être aimé par le public. C'est pas notre question. Notre question, c'est à un moment donné de dire ce qui s'est passé, et avec des choses. Je pense à ce que tu disais sur l'Algérie, sur l'indépendance algérienne. Mais quand même, si vous y réfléchissez un tant soit peu, à part les photos de Bouba, je crois, les photos d'un photographe français qui était le jour de l'indépendance, à quel moment on a vu le peuple algérien heureux au moment de l'indépendance dans nos manuels scolaires, avant que tu n'interviennes, avant que toute une nouvelle historiographie intervienne? Non mais à quel moment? C'est-à-dire, on se dit, mais quand même quoi. Et je dirais que c'est quand même essentiel, si les gens se soulèvent à un moment donné, et s'ils gagnent leur indépendance, ils sont heureux. Et cette image du bonheur politique, on ne la voit pas. Et typiquement, je trouve que c'est essentiel de rétablir ça. Et du coup, c'est pas seulement... on n'est pas... heureusement, maintenant, on n'est plus seulement des illustrations d'un discours, mais on peut être des contre-discours. Et je crois que, vous en avez témoigné, c'est quand même, on en a témoigné, c'est quand même ça le job. Une autre question, je crois que Madame devant, où est-ce qu'est passé le micro? Elle est derrière. Ah, ouais. On voit pas très bien, je dois avouer. Une question peut-être sur la question de l'engagement militant. C'est-à-dire que j'aimerais savoir si pour les universitaires que vous êtes, il y a éventuellement peut-être une crainte d'adopter une posture plus militante directement, peut-être pour la crédibilité de
de votre travail universitaire ou voilà. Ça pourrait être tout un tas de types d'engagement, mais je sais pas, par exemple, en ce moment, prendre la parole directement plus pour alerter, plus que sur des sollicitations journalistiques, par exemple, sur en ce moment la généalogie du Rassemblement national, par exemple, ça pourrait être des questions intéressantes. Voilà. Qui veut répondre ? Alors c'est une vraie question, hein, ce que vous dites, avec y compris des questions sur l'opportunité, le moment. Moi, je mène avec mon collègue Fabrice Risseputti un projet sur la question des disparus de la bataille d'Alger. À côté de ce projet, Fabrice Risseputti a écrit un livre d'histoire sur la question de Jean-Marie Le Pen et de la torture en Algérie. Donc vous imaginez bien que le travail d'historien, d'abord, répond à des questions qui sont posées là tout de suite. En fait, concrètement, le livre de Fabrice Risseputti, il répond à un moment où on a une émission de radio, un podcast, avec d'ailleurs des historiens, et il y a un historien qui fait une boulette. Il dit n'importe quoi, ça arrive parfois. Ça serait mieux après de dire que c'était une erreur. Il dit Jean-Marie Le Pen n'était pas là pendant la bataille d'Alger, il n'a pas torturé. Bon, mais ça nous a un peu énervés. Et du coup, il en est sorti un livre plutôt super documenté avec en plus plein d'archives anciennes et qui étaient déjà connues. Après, je vous cache pas que les débats publics autour du livre, moi, je les ai trouvés difficiles. Hein. J'ai trouvé que c'était l'idée d'abord qu'on va être qu'on peut être le lendemain pris dans une spirale d'attaque de l'extrême droite, c'est pas un mythe en fait. Il y a des tas de collègues à qui c'est arrivé, et c'est des mauvais moments à passer, mais il y a aussi cet enjeu de comment on intervient dans la temporalité des événements, et toujours cette question de au titre de quoi on parle et pourquoi faire. Je me rends compte que je suis en train de vous répondre, c'est super compliqué et on fait ce qu'on peut, mais voilà, je pense qu'en vrai c'est pas très loin d'être la vraie réponse. On essaie de trouver, d'abord de dire, en tout cas c'est ma position, de dire au nom de quoi j'interviens. Par exemple, pour ce qui me concerne, d'avoir des comptes de réseaux sociaux qui sont les miens et pas ceux de ma fonction. Ce qui, je trouve, est une chose un peu de santé médiatique qui est utile. Ça me permet d'avoir un espace qui est vraiment le mien, et de préciser parfois dans une discussion avec un journaliste telle ou telle réponse. Voilà. Là, moi, je suis plus trop historienne. Vous me posez cette question, j'ai une réponse de citoyenne informée, mais ça va pas être une réponse d'historienne parce que c'est au-delà de mon champ de compétences. C'est très mou comme réponse que je viens de faire. C'est pas très satisfaisant. Non, mais on revient à cette question de Libération. Enfin, écrire une tribune dans Libération, c'est pas écrire une tribune dans le Figaro. Bon. Alors, on peut écrire des tribunes dans Libération, on peut écrire des tribunes dans le Figaro, mais je dirais que l'histoire, en tout cas telle qu'elle est pratiquée dans, je dirais, le questionnaire qui s'est ouvert, qui est un questionnaire qui a intégré la question du genre, qui n'était pas une question avant les années 60. Maintenant, c'est une question dans le questionnaire historien, c'est évident. Mais et ça revient à cette accusation. Hein, on a été un certain nombre à être accusés d'être woke. Et même de se retrouver sur des sites d'extrême droite comme des gens extrêmement dangereux. On avait juste demandé la démission de notre ministre de la Recherche, qui s'appelait Madame Vidal, et qui avait, mais elle ne l'a jamais fait, demandé à une enquête sur le wokisme dans la recherche en France. Bon. Comme dit une de mes un maître en histoire, si être conscientisé, si être attentif à la question, l'attention aux souffrances sociales, si donner une place aux témoins sans que cette place, sans que le témoin devienne
se substitue à l'historienne ou à l'historien. Mais si faire finalement une histoire fragile pour reprendre à la fois les vies fragiles d'Arlette Farge et puis ce que dit quelqu'un comme Patrick Boucheron sur nos savoirs, si dire à un moment donné nos savoirs, bon là je parle très fort, etc., mais enfin en gros on a quand même des savoirs qui sont et on est des sciences humaines cumulatives, donc le savoir qu'on produit c'est en 2024. En 2030, il y aura d'autres choses, il y aura peut-être d'autres archives, peut-être d'autres questions que nous n'avons pas aujourd'hui. Je pense à, par exemple, là je reviens à l'histoire du Larzac. Penser une histoire animale du Larzac, c'est pas tout à fait la même chose que penser une histoire des Templiers du Larzac. Et vous savez qu'aujourd'hui, on préférerait faire une histoire des Templiers. Quand vous allez sur... Non mais aujourd'hui, le médiévisme et les croisades, c'est vraiment le truc, on adore quoi. Tout le monde adore. Mais dire, qu'est-ce que c'est en fait que le statut de la brebis sur le Causse, ça c'est une question qui est plus problématique. Je dis ça parce que il me semble que de ce point de vue-là, et ça répond... moi, je ne supporte pas c'est une historienne ou c'est un historien militant, ça ne veut rien dire. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est inscrit dans un moment politique, social, environnemental, qui est le nôtre. Évidemment, et le questionnement, il est aussi contemporain. Et évidemment, il est attentif à ce qui résonne dans nos sociétés contemporaines. Il y a une jeune... Pendant que le micro circule, je vais juste rajouter une chose sur la question de l'engagement, plus exactement, pas tant le militantisme que l'engagement, mais je parlais du cas des interventions, du risque d'être pris pour cible par tel ou tel groupe. On a dans la dernière année vécu des moments comme chercheurs qui n'étaient pas très rigolos, notamment lorsque en fait il y a eu des sujets de recherche sur lesquels on n'a plus pu s'exprimer, notamment à partir du 7 octobre, où parler de la question coloniale, parler de la colonisation, mener certaines comparaisons comme chercheur, ça a donné lieu à des poursuites. Ça a donné lieu à des poursuites, y compris à l'intérieur de nos institutions. On a eu des dispositifs à l'encontre d'un certain nombre de collègues. Voilà. Ceci pour dire aussi que, comme chercheur, on a aussi à mener cet engagement-là pour garder l'espace et la possibilité de continuer de s'exprimer sur nos recherches et à partir des résultats de nos recherches. Malheureusement, alors il y a une dame qui insistait pour poser une question. J'ai l'impression qu'on nous demande de quitter la salle, mais faites un peu vite si vous voulez. Je ne sais pas où est passé le micro. Je voulais poser la question de l'espèce d'appropriation de la légitimité de tout le monde et d'un peu historien, les chroniqueurs qui se permettent en fait de s'avancer comme historien et experts. Et finalement, est-ce que ça ne suscite pas aussi vous une prise de parole pour contester cette parole qui est légitime sur un sujet, illégitime ou parfois mensongère? Mais peut-être Sarah... des apprentis antiquisants, il n'y en a pas tant que ça, j'ai l'impression. Si, il y a Christophe Onodipio qui fait sa petite chronique dans Le Point, là, mais qui est quand même... qui a une formation de lettres modernes, peut-être, ou classiques. Donc c'est toujours d'assez bonne tenue. Mais j'ai pas l'impression d'avoir à contredire trop d'historiens qui se piqueraient d'histoire antique. Mais ça, c'est... Oui, et puis la question de la légitimité et de l'autorité d'un discours, je pense que nous toutes et tous qui sommes autour de cette table, et je pense en partie dans le public, on sait que c'est pas parce qu'on parle le plus fort qu'on a raison, et que par ailleurs c'est pas parce qu'on est au CNRS que nos savoirs, je l'ai redit, ou à l'université, que nos savoirs peuvent pas être à un moment donné contestés. Ça veut pas dire que j'ouvre la voie au révisionnisme, etc. C'est pas du tout ça, mais que la société civile parfois renvoie des choses
et notamment sur les questions de mémoire. Aujourd'hui, on fait une histoire qui intègre les mémoires, et je pense que Malika serait d'accord pour dire qu'on ne peut pas penser la guerre d'Algérie sans penser aujourd'hui ce que ressentent un certain nombre de jeunes gens et de jeunes femmes de la 4e génération en France, ou la question de l'esclavage, dont il n'a pas été question, sans penser et sans écouter ce qui peut se dire, par exemple, aux Antilles autour de ces questions-là. Ça paraît à peu près évident, d'où une position qui est quand même une position qui est celle d'être ce qu'on a essayé de dire, je crois, un peu des intermédiaires, des points des tirets entre différents mondes. Merci à tous d'être venus, et je vous encourage à lire ce très beau numéro du Libé des historiens et des historiennes.